Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une nouvelle vidéo, une nouvelle critique, une nouvelle présentation, cette fois-ci d'un film un peu plus âgé que ce que j'ai d'habitude l'occasion de vous présenter, La Forteresse Cachée, un film de Akira Kurosawa qui est sorti en 1958. C'est un film avec le fameux acteur Toshiro Mifune qui joue le général Makabe. Il y a aussi Misa Uehara, je pense, qui joue la princesse Yukihime. Il y a également Minoru Shiaki qui joue Tahei et Kamatari Fujiwara qui joue Matashishi. C'est un film qui a rencontré un grand succès. Il a reçu l'Ours d'Or au Festival du film de Berlin en 1959 et ce film a été exporté un petit peu ailleurs, en Europe. Donc c'est un film qui essaye de brasser plus de choses que des films qui sont plus recentrés sur la culture nippone. Ici nous avons quand même affaire à un film grand public. Il dure 2h20 et qu'est-ce qui se passe pendant ces 2h20 dans des temps anciens au pays du sushi et du tenga? Eh bien il y a une guerre qui fait rage entre des clans rivaux, une bande composée d'un fier général, d'une princesse capricieuse et de 2 paysans vont traverser la région pour se rendre dans le pays voisin avec une cargaison précieuse d'or, des montagnes d'or, et pour reconstruire l'ordre dans le clan. Oh là là, ça c'est palpitant, donc un récit féodal. J'avais envie de vous parler d'un vieux film, mais je ne savais pas trop lequel. Je voulais le faire sans prendre trop de temps. Mais des fois, c'est bien de revenir un peu aux sources. J'avais que l'embarras du choix concernant les films plus anciens que j'aime beaucoup. Il se trouve que Charles Gravouille de la chaîne Akiran Soliste, ou maintenant ça s'appelle, c'est vrai que ça s'appelle plus Akiran Soliste, ça s'appelle Le Monde de Charles, eh bien il avait fait un débat sur La Forteresse Cachée. J'ai repris beaucoup d'éléments de ce débat pour construire cette critique. Vous avez bien sûr des articles sur La Forteresse Cachée, puisque vous le savez, c'est le film qui a en partie influencé George Lucas quand il a fait Star Wars. Il y a plein d'éléments qu'on retrouvera dans ce film qui sont dans Star Wars. Et j'ai lu que les films de Kurosawa, comme les bons vins, deviennent meilleurs avec l'âge. C'est vrai que celui-là ne fait pas exception à cette règle. Il est très agréable à regarder. Je vais en parler un peu de fond en comble, mais sans trop prendre de temps, parce que c'est quand même assez pénible d'enregistrer de longues sessions sur ces films-là. C'est un film à découvrir absolument, et je vais quand même parler un petit peu de la fin du film, pas tellement, mais je vous préviens. Voilà, j'ai dit que ça influençait Star Wars, mais il ne faut pas le limiter, le film donc, La Forteresse Cachée, à « il a influencé Star Wars, c'est pour ça qu'il faut le voir ». Non, non, si on est très cinéma américain, oui, ça peut freiner. Il y a un fossé culturel entre le cinéma japonais et le cinéma américain, bien sûr à cette époque aussi, une façon de faire qui n'est pas du tout la même. Et c'est peut-être cette différence qui me donne envie de vous parler de ce film. La Forteresse Cachée, le titre déjà. En tout cas, la traduction française est un petit peu trompeuse. En théorie, de ce que j'ai compris, on devrait nommer le film La Forteresse des 3 vilains. C'est un film qui est un Jedi Geki. C'est un film de sabre. Le cinéma japonais ne se réduit pas à ces films-là. Il y a en plus une distinction à faire entre, alors je pense que je me suis pas trompé, le Gendai Nomo, qui est le film en période contemporaine, et de Jedi Geki, qui est le film d'époque, pourrait-on dire. C'est un film sur la route, sur un voyage, semé d'embûches. C'est un récit qui est très linéaire. Il y a un début, il y a une fin, il n'y a pas de montage, de flashback. Je crois qu'il n'y en a aucun d'ailleurs de flashback. Ce n'est pas lourd en termes de structure, c'est très linéaire, c'est chronologique. Le film a déjà commencé avant même que le film commence, un petit peu comme Star Wars. Vous savez, dans Star Wars, on commence, tout d'un coup il y a un vaisseau qui se fait attaquer, on sait pas ce qui se passe, et voilà, et on va rattraper les informations en cours de route. Et bien ici on est directement dans l'action, on a 2 personnages essoufflés de quelque chose, d'une situation qu'on ne verra jamais, et je me suis ensuite
posé avec le film quand ils ont fait le feu. Donc c'est une façon de démarrer tout de suite l'action, c'est-à-dire qu'il y a une application, je devrais dire, de conception du héros dans ce cinéma japonais. L'observation des écrits de Joseph Campbell n'a peut-être pas échappé à Akira Kurosawa, même si ici le héros, dans le sens strict et classique du terme, n'apparaît pas forcément tout de suite, puisque nous suivons de bons à rien les deux paysans qui sont avides et qui sont couards, ils sont peureux. Et le héros va nous apparaître bien plus tard, et ce n'est pas un héros qui doit s'accomplir, c'est un héros qui est déjà complètement accompli, et qui va mener la barque. C'est le général, c'est Toshiro Mifune bien entendu. Le film me semble un petit peu répétitif. Peut-être que les différentes péripéties me semblent trop proches, trop indistinguables. Il y a toujours des obstacles, des gens à éviter. Et pas quelque chose qui change un petit peu. C'est-à-dire qu'on a deux personnes qui fuient et qui sont rattrapées. Le passage de la forteresse également s'étend inutilement. Je pense qu'il y a des moments qui échappent à mes attentes. La scène où ils doivent passer la frontière dans l'avant-poste, voilà, je trouvais que typiquement ça échappait un peu à mes attentes. Parce que c'est une aventure classique, elle est peu comique. Ce sont les deux paysans qui provoquent le rire, mais ce n'est pas non plus une épopée titanesque comme le film Ran de Akira Kurosawa également. Ran était une vraie épopée psychologique et matérielle, physique, avec un assaut de forteresse absolument incroyable. Mais ici, on est sur quelque chose de plus resserré, de plus intime, puisque nous suivons une petite poignée de personnages. Il y a quelques moments dramatiques, mais dans l'ensemble, c'est assez équilibré entre voilà le rire avec ces deux paysans qui sont les sources des rires et la progression dramatique de voir et essayer de rejoindre le village, de rejoindre le pays voisin. Un film d'aventure à hauteur d'homme, avec un happy ending, et ce qui fait beaucoup du bien parce que dans le film, les gens en bavent beaucoup, notamment les deux paysans, qui à la fin sont rémunérés, mais plus encore ont évolué dans leur psychologie. Au début du film, dès qu'il y a une pièce d'or ou quelque chose comme ça, chacun veut la garder pour soi. Et à la fin du film, je crois qu'ils n'osent pas la garder et veulent la donner à l'autre. Donc c'est presque après, ils se chamaillent pour donner la pièce ou ce qu'ils ont reçu à l'autre. Donc c'est assez amusant de voir qu'il y a vraiment une vraie évolution, donc quelque chose de très positif. Et je crois que c'est important aussi de le préciser, parce que, je veux dire, Ran, ça n'a rien de positif. C'est très 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 sombre. Voilà, du fait qu'il se revendique clairement au grand public avec ce film, Kurosawa, nous avons une fin qui ravira tout le monde. C'est un film grand public, donc c'est un spectacle produit par la Toho. Un succès pour pouvoir bien sûr produire des films plus personnels. C'est toujours l'idée de faire un grand film comme une sorte de blockbuster pour s'attirer les faveurs du studio, pour après avoir la paix. Kurosawa ici a fait un film à grand spectacle pour pouvoir produire des œuvres par la suite qui sont un peu plus personnelles. Kurosawa, c'est raconter le Japon. Le film ne cherche pas à se prendre la tête. Il y a quelques thèmes, la corruption et l'esclavage, la faction militarisée également, mais autrement, le film n'appuie pas forcément sur ça. On se concentre beaucoup sur les personnages. C'est aussi une aventure avec du symbolisme. Le plan sur le drapeau, la tradition contre la modernité, les fusils contre les sabres, les armes de Froussard, des oppositions que nous avons souvent, même généralement en Asie. Moi, je pense maintenant au film Il était une fois en Chine. Pour montrer la lâcheté et finalement l'adversité, on choisit aussi un armement qui est différent. Un armement que va affronter le personnage principal du film. Je n'ai pas envie de vous décrire vraiment le récit, d'essayer d'expliquer la psychologie des personnages. Beaucoup de critiques l'ont fait. Voilà, ce rapport dominant et dominé.
sans pour autant sacrifier la profondeur des personnages, mais je vais essayer d'être un peu global sur les personnages. C'est plutôt des personnages à savourer dans le récit même. J'ai jamais été très doué pour caractériser vraiment précisément les personnages, et je pense que ça revient au ressenti des gens qui varie beaucoup, mais en concernant ce film, étant donné que c'est assez classique, les personnages ne ressortent pas spécialement, ne serait-ce que dans ce cas-là, par le charisme des acteurs, du coup. Le film est assez incisif quand ces personnages parlent. Il y a la gestuelle, issue d'une tradition, vous savez, le style kabuki, le théâtre japonais traditionnel, ses positions du corps, par exemple. La princesse Yuki, elle n'est pas l'héroïne de l'histoire, mais quand elle apparaît, c'est une sacrée tête de mule. Elle agit comme une enfant pourri gâtée. Elle ne pleure pas devant qui que ce soit, sauf quand elle est seule sur la montagne. Elle est intrépide et fière. Elle est élevée comme un homme et elle est habillée comme un homme. Pour ne pas la trahir, le général lui demande de se taire pendant le voyage. On a l'impression qu'elle nous insulte à chaque fois qu'elle crie. Donc peut-être que le général a voulu calmer un petit peu ses ardeurs. Elle est autoritaire parce qu'elle sait qu'elle a du pouvoir. Alors que en fait, elle ne contrôle plus rien, donc elle garde sa fonction, mais dans un environnement qui n'est plus propice à sa fonction. C'est assez amusant de voir ça, de voir cette différence et ce contraste. Le Japon, de ce que j'en sais, dites-moi si je me trompe, c'est une société quand même assez patriarcale. Et donc voir une princesse qui a du pouvoir et qui a de l'autorité, ça donne une plus-value aussi sur la caractérisation des personnages. Avoir une femme pareille, c'est rare et elle en impose. Les deux paysans, quant à eux, eh bien, ils donnent un ton très comique au film. Matashishi et Tae sont des ignorants qui vont découvrir des choses. Ce sont les candides par qui on va découvrir le monde dépeint par les films. Ils ont un rôle comique par leur appât du gain et leur gaffe à répétition. Ils sont un petit peu agaçants, mais vaut mieux l'accepter tout de suite, parce que dès le premier plan, on les voit. Donc si on les accepte pas tout de suite, le film va être un supplice. Et donc dans ce cas-là, il faut arrêter de le regarder, parce que le film, il fait quand même 2h20. Ces deux paysans sont d'une stupidité sans nom, et créent les situations d'obstacles, pas toutes, mais beaucoup de situations d'obstacles que vont devoir après résoudre les autres personnages, notamment le général. Donc ils sont plus utiles dans le film comme mules que comme personnes qui vont prendre des décisions. Étant donné que c'est un public large qui va voir le film, on présente d'abord les gens issus du peuple, les paysans en premier, parce que le film est populaire. Le public s'identifie avec leurs problèmes d'argent. Il y a une logique aussi de ne pas nous présenter l'élite immédiatement, mais par la suite. Les paysans, par contre, ne s'engueulent pas pour rien. Ils sont utiles à l'histoire. Ce sont des personnages fonctions qui répètent leurs erreurs. Ils vont dans le sens contraire à ce qui se passe dans le récit, même quand ils vont dans la bonne voie. C'est quand même assez curieux. À la fin, il y a cette impression-là. Et pour les remettre dans le droit chemin, il y a le général qui est joué par Toshiro Mifune, une présence à l'écran incroyable, même en slip, il a du charisme. Donc vraiment, ça veut dire que si le mec, il est en slip et qu'il a un charisme de ouf, alors qu'il joue super sérieusement, c'est pas genre je suis sexy, non, c'est le mec, il a un charisme, une autorité qui est impressionnante. Parce qu'il y a une sensualité de ses jambes dans certains plans, c'est assez... C'est no homo, hein. Vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est impressionnant. Moi, je me dis, ah ouais, le mec, il filme quand même comme ça, quoi. Cette façon, en fait, de Kurosawa de montrer le corps militaire, le beau corps, avec vraiment, il y a 2-3 plans sur les jambes qui m'ont troublé. C'est une façon de montrer aussi le corps en mouvement quand il y a Mifune qui se bat. On a un duel et la façon de faire bouger la caméra, de suivre le mouvement. Le duel est d'ailleurs très long. Il est important et ce qui est amusant, c'est que l'adversaire est habillé de la tête aux pieds. Et le général est habillé pratiquement comme un paysan. C'est-à-dire qu'on montre sa virilité par l'absence d'effet
de costumes, voilà, qui sont censés être des costumes qui augmentent le charisme et la protection. Parce que voilà, il a une sacrée gueule, il a une sacrée démarche, et en même temps, il a un courage et une masculinité qui est représentée par le corps. On pourrait d'ailleurs penser que justement la virilité passe par le costume militaire, mais ici on met plus en valeur de l'athlète, comme on pourrait le faire avec Fairbanks, hein, à Hollywood, ou en France, Belmondo. Donc il y a une dimension physique de Mifune qui est vraiment intéressante dans le film, en plus de, vous savez, la dimension de l'honneur, on le bat mais on ne le tue pas, ça ne sert à rien. En plus d'être un malin, c'est un stratège, c'est pour ça que c'est un général. Alors dans ce cas-là, je vous disais que le héros n'apparaissait pas tout de suite comme ça devant nos yeux. On pourrait dire que c'est le général, le héros de l'histoire, mais si on fait un parallèle avec Star Wars, Luke n'est pas la transposition de ce général. Le général Maccabée a plutôt servi de modèle à Lucas quand il a fait Dark Vador, parce qu'il a une présence monolithique, une présence verticale, il est craint, il menace les gens, il secoue les paysans, mais avec beaucoup de vigueur, hein. Les paysans, ils savent à quoi s'en tenir quand ils sont en face de lui. Il se tient droit, les bras croisés. Même son ami blessé qui revient à la maison dans la dernière partie du film est plus une inspiration, je devrais dire scénaristique, mais en termes de personnage et de présence. C'est bien le personnage de Toshiro Mifune qui a inspiré Dark Vador. Ce film a gagné une nouvelle notoriété après que George Lucas ait révélé s'être inspiré de ce film pour Star Wars, la guerre des étoiles. Si les interprétations divergent sur les idées qu'il a puisées dans ce film, les seuls qui le revendiquent clairement sont la façon de relater une histoire, en se plaçant du point de vue des personnages les plus faibles. Ici, les paysans qui deviennent deux droïdes dans le film de Lucas. La question, c'est jusqu'à quel point George Lucas s'est-il inspiré de ce film? Faut-il penser, comme certains, que Lucas a pondu avec Star Wars un pur plagiat? La réponse est peut-être un peu plus diffuse. Le film comporte de nombreux éléments qu'on retrouve déformés dans Star Wars. Il ne s'agit pas pour moi de faire la liste dans cette vidéo ou d'extrapoler Jabba serait la représentation en science-fiction de cette personne dans la taverne qui harcèle la princesse, là, qui est très intéressée par elle. Donc bon, moi je vais pas m'amuser à faire un listing, à faire un recueil. Il y a des textes et des vidéos qui en parlent. On peut par contre parler d'influence visuelle, le décor, la transition latérale que nous avons par moments dans le film de Kurosawa, une influence narrative, le clan dominant, la princesse en exil, mais le film possède ses propres qualités. Le film a très peu d'intérieur. Le réalisateur nous donne plutôt des leçons en extérieur, des découvertes de paysages, des décors pour montrer le voyage. Vraiment une nouvelle étape, c'est un nouveau monde. Donc on fait des étapes par rapport au décor. Quand on fait du surplace, quand on est dans le recueillement, on est dans certains lieux, et quand il y a de l'action, on est dans d'autres lieux. Et c'est aussi, je pense, lié, là ça peut m'échapper un petit peu, mais je pense que c'est aussi lié à une psychologie de personnage. Mais on a de toute façon de très beaux lieux entre la montagne et la forêt. Ce qui me fait dire par conséquent que c'est un film élémentaire. L'eau, le feu, la terre, l'air, ces éléments refusent de laisser en paix les personnages. La princesse avec le drapeau au vent, donc le vent, est une source de tristesse pour la princesse qui perd son drapeau, puisqu'elle perd un peu sa patrie. Nous avons l'eau qui cache les richesses, la forteresse également qui est cachée par une cascade, et nous avons bien sûr le feu qui brûle le bois, qui brûle la paille que nous avons régulièrement dans le film pour éclairer les intentions ou pour dévoiler de nouvelles choses aux personnages. C'est le premier film de Kurosawa qui a été fait en cinémascope, à ce que j'ai lu. Je ne suis pas certain. Alors c'est plus précis que ça, ce n'est pas le cinémascope, non. C'est le film tourné en tooscope, le processus sensiblement différent du cinémascope.
pour affronter bien sûr sur son propre terrain les États-Unis avec leur cinémascope. Je dois bien dire que ça m'étonne pas de leur côté, les Russes avaient fait aussi une version bien à eux du cinémascope. Donc chacun avait un petit peu sa spécialité avec ses toutes petites nuances. Mais bon, ils ont vite perdu la bataille dans les années 60 et cela a été après remplacé par le cinémascope, on va dire générique. Kurosawa, lui, n'avait pas besoin du cinémascope pour savoir composer ses cadres. C'était quelqu'un qui avait fait déjà avant des films assez merveilleux en 4 tiers, donc en cinémascope, il y avait un moyen de magnifier d'autant plus le paysage et un travail sur le mouvement des acteurs dans le plan plutôt que le mouvement de la caméra. Il y a un travail aussi sur la plongée, la contre-plongée et des petits mouvements de caméra mais qui ne sont pas assez mis en valeur, des légers travelling avant comme on fait souvent aujourd'hui maintenant dans le cinéma américain. On utilise aussi les distances entre les personnes pour développer des rapports de force entre les personnages. Un petit peu comme ce que nous avons dans Citizen Kane. Nous avons un plan où nous avons quelqu'un au premier plan et quelqu'un au second plan. La personne au premier plan va avoir plus de pouvoir que la personne au second plan. Il y a une lecture de domination que vous pouvez faire par rapport au placement des personnages dans le plan avec ce film-là. C'est très bien fait et c'est assez didactique. Pour instaurer les distances, par exemple, nous avons un tronc d'arbre à un moment, et de part et d'autre du tronc d'arbre, on a le général et les paysans. C'est une façon de montrer une rupture. Une rupture dans la classe sociale, mais aussi dans l'autorité et la domination, bien entendu. Kurosawa ne fait pas, comme les Américains, des panoramas époustouflants. Il joue sur la profondeur de champ, comme le ferait un réalisateur sur un format 1.33, donc un format plus carré. Il retravaille le background, le fond, avec ses premiers plans et ce second plan. Il menace souvent les personnages dans la profondeur de champ. La menace, avec le cinémascope, peut venir non seulement de la profondeur de champ, mais aussi des côtés. Il me vient alors en tête le plan avec la première apparition du général, la première apparition de Mifune. Nous l'avons en profondeur de champ, dressé dans un habit foncé pour qu'il se démarque par rapport au décor. Là, c'est une menace dans la profondeur de champ. Après, c'est une menace très légère. C'est finalement une menace pour les paysans. Mais l'idée est encore ici de créer, par rapport à l'habitude qu'il a de mettre en scène, une menace dans la profondeur de champ. Le film est encore assez figé. La caméra ne fait pas tant que ça des travelling, donc on filme plutôt les courses à cheval par exemple, ou les combats en plan séquence, quelques panoramiques légers. Mais par exemple, ce que fait Kurosawa pour la course-poursuite, c'est quelque chose de ultra habile. C'est-à-dire que nous avons des panoramiques qui vont s'enchaîner, mais ils vont être de plus en plus cutés rapidement pour donner l'impression d'un mouvement, alors que les acteurs font finalement toujours le même mouvement. Et on joue sur l'échelle de plan pour donner l'impression qu'on se rapproche de plus en plus du contact. Et nous cutons de plus en plus vite le panoramique que fait tout le temps le personnage dans le plan. Ça permet de donner un tempo, de donner une tension, un suspense. Va-t-il arriver à tuer ce soldat? Avec des mouvements de caméra très très simples, mais un montage efficace, eh bien, on arrive à créer l'illusion du mouvement et l'illusion d'une véritable course-poursuite. C'est là qu'on voit que c'est quand même un narrateur visuel, bien que je n'ai fait qu'un petit pas timide dans son cinéma. Il y a de l'action avec beaucoup de figurants par moment, l'échappée du camp, on a masse de figurants, on a aussi une scène de danse, où il y a beaucoup de gens à mettre en place dans la scène, dans la situation. C'est un film qui est violent, il y a quelques plans gore, il y a une personne au début qui meurt de façon très très violente avec les mains crispées, c'est un peu étrange. Sachez aussi que le film n'est pas forcément tout public. Pour terminer, une petite note rapide sur la musique. J'ai marqué qu'elle était tribale. Je pense qu'elle joue beaucoup sur les percussions. Le film reste visuel plus que sonore, vous pouvez bien vous en douter. Il ne s'agit pas d'être exhaustif sur le film. Si j'ai toujours le désir de l'être, bien entendu, je prends le film pour ce qu'il est.
sans faire des liens avec les films qu'il a fait avant ou après, parce que j'en ai pas les moyens, mais aussi parce que ça peut diminuer l'impact du film, je pense. Pour celui-ci, je pense davantage l'apprécier avec un bagage supplémentaire, ça c'est bien certain, mais en l'état actuel des choses, je trouve qu'il est vraiment agréable à suivre. Je n'ai pas forcément, pour faire cette vidéo, cherché beaucoup de textes, des textes fumants de critiques et d'universitaires, que j'ai jugé peut-être trop compliqués à comprendre. Et finalement, pour moi et pour vous, on peut aller loin avec ce cinéaste. Il y a quand même beaucoup de livres écrits sur lui, il y a des choses très précises qui ont été écrites sur lui. Je me suis dit que j'allais pas faire cette démarche-là, il faut que j'essaye pour les films qui m'intéressent un petit peu moins, de pas faire un énorme travail de recherche assez épuisant, mais d'avoir fait une petite interrogation sur ce que j'ai ressenti sur le film, suffisamment pour vous donner envie de regarder le film. J'ai du mal à estimer en fait si c'est un bon Kurosawa par rapport aux autres films, parce que j'en ai pas vu assez, mais en ce qui me concerne, c'est un bon film d'aventure. Je pense que concernant Star Wars, le film de Lucas a nui en quelque sorte à la forteresse cachée, puisque maintenant on ne le voit plus que comme la source de Star Wars, en partie bien sûr, plutôt qu'un film en soi, qui est très agréable. Je lui mettrai un 13 sur 20. Voilà. Je vous invite bien sûr à voir le débat que j'ai eu avec Charles sur sa chaîne. Il y avait aussi Edward qui était là pour le débat, c'était bien sympathique. Je vous remercie, j'espère que voilà, vous avoir peut-être un petit peu présenté ce film, ça vous aura donné envie de le voir, voire même peut-être de le revoir si vous l'avez déjà vu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé par rapport à le rapport avec Star Wars par exemple, ou même un rapport peut-être avec d'autres films. Si vous avez des films de Kurosawa à me conseiller qui sont peut-être dans la teinte de la forteresse cachée, eh bien n'hésitez pas à me le dire, je serais ravi de vous lire et de peut-être regarder ces films par la suite. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous remercie pour le soutien. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!